C'est, je pense, le quartier le plus troublant que j'ai pu voir. Il se trouve à la périphérie d'une ville martyre qui est cernée de ce genre de construction en béton. Elle est la capitale d'un pays complexe et plus jeune que ce quartier même, puisqu'il a été bâti le siècle dernier par un pouvoir autoritaire et ce bastion rassemble à peu près tous les facteurs des échecs qu'on connaît et qui ont été les grands ensembles. Et c'est pas peu dire, grands ensembles, je n'ai jamais vu un plan urbanistique du genre aussi étendu. La puissance politique et idéologique qui avait derrière ce projet est tombée depuis. La ville a connu de multiples bombardements, le marché noir, la pauvreté, parce qu'on est dans les Balkans, le hooliganisme, parce que on est dans les Balkans. Malgré ça, ce quartier tient encore debout, et je suis allé voir ce qui est resté de cette utopie. Izgradnja u Beogradu počela pre 3 godine, a već je završeno 26. Centar mesne zajednice Sava. Buildings at Scampia, but just on steroids. Comme toutes les bonnes histoires de grands ensembles, ça commence par des bombardements, et Belgrade a été intensément bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale par les deux camps. Une grosse partie de la ville a été détruite, et en 1945, Belgrade agonise. C'est un réveil difficile, beaucoup de bâtiments évidemment ont été bombardés, mais d'autres fonctions essentielles de la ville l'ont aussi été, comme les transports, au point qu'il est difficile d'approvisionner la ville en nourriture. Belgrade est à terre et c'est au nouveau gouvernement, celui de Tito, de la relever. Le maréchal Tito, il est à la tête d'un parti communiste, les Partisans, et c'est lui, très majoritairement, qui a aidé à... qui a libéré en fait la Yougoslavie. C'est donc une nouvelle forme de la Yougoslavie, socialiste, qu'il va falloir mettre à flot. Et à cette époque, il y a une priorité, même pour un gouvernement communiste, ou surtout, même pour un gouvernement communiste, c'est d'industrialiser. C'est d'industrialiser le plus rapidement possible, pour financer cette industrialisation rapide, de collectiviser l'agriculture. C'est ce qui va se passer, c'est pas les meilleurs généralement et les plus adroits pour gérer le monde rural, ce genre de collectiviste. L'exemple de la Yougoslavie ne va pas y échapper, et au-delà du désastre que ça va être dans les campagnes, ça va surtout provoquer une exode rurale et grossir les villes, c'est ce dont ils ont besoin, et notamment Belgrade. Le souci, c'est que, sortant de la guerre, la ville étant bombardée, il y a déjà une pénurie de logements, et il va y avoir de plus en plus de monde, et donc des gens qui vont se loger dans de très mauvaises conditions et dans une précarité que nous, aujourd'hui en tant que Français, en tout cas, on pourrait même pas imaginer. Et donc forcément, c'est là qu'on arrive à notre quartier, mais pas seulement tout autour de Belgrade, il va être prévu de construire de nouveaux bâtiments, mais là, pas uniquement pour loger les gens, comme ça l'a été dans notre pays par exemple, ça va plus loin que ça. Et il y a un idéal derrière, et surtout un modèle à incarner. Il faut pas seulement reconstruire Belgrade, elle doit être resplendissante et un exemple de modernité. Ce doit être la nouvelle ville moderne, égalitaire, fondée sur une gestion rationnelle de l'espace et des ressources. Normalement, on a tous les mots-clés qui donnent des désastres. Je rajouterais qu'elle doit aussi représenter une société sans classe et donc créer une véritable rupture avec l'ancien Belgrade. Et à ça, on ajoute une ambition démesurée, puisque Belgrade ne doit pas seulement, Novi Beograd, pardon, ne doit pas seulement être un modèle pour la Yougoslavie, mais un modèle pour le monde. Mais d'abord, je vais mettre un peu de contexte historique, géographique, parce que j'ai balancé là des mots, et c'est important de savoir dans quel contexte on se trouve. Commençons par la Yougoslavie. Textuellement, ça veut dire les Slaves du Sud. C'est un ensemble de pays en fait qui
rassemble ce qu'on pourrait appeler des Slaves du Sud. Et je dis rassemble parce que leur union n'est pas évidente. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas évidente? Parce qu'on est dans les Balkans, et que dans les Balkans, rien n'est évident. On va pas rentrer dans ce que sont précisément les Balkans, mais la Yougoslavie, en tout cas, en est une bonne partie. Pas la plus simple non plus, parce que sur cette région de l'Europe, on retrouve énormément de fractures. Je vais pas toutes les détailler, on va en parler de quelques-unes, d'autres dans le podcast, vers lequel je devrais vous renvoyer en fin de vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est une zone qui a été colonisée, administrée par l'Empire ottoman, dans son histoire moderne. Et les Ottomans, de toute cette complexité identitaire, culturelle, ont dit « ça va s'appeler montagne ». Voilà. Balkan, dans leur langue, ça veut dire montagne. Ils ont vu à peu près tout ça, ils ont dit « ça va s'appeler montagne ». C'est pas vrai, évidemment, ils l'ont administré forcément de manière complexe, parce que la région l'est. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'empreinte de l'Empire ottoman, je pense, est quand même importante à comprendre pour cet ensemble de la Yougoslavie, et on le verra, de Belgrade qui est au cœur. En tout cas, la Yougoslavie s'inscrit donc dans les Balkans, et c'est slave du Sud, puisque la Yougoslavie n'existe plus aujourd'hui. Elle s'est transformée en plusieurs pays qu'on connaît comme la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, et donc la Serbie. Et, j'oublie les Monténégrins, qui sont un peu des Serbes. J'ai pas sursimplifié, c'est réellement leur identité, mais c'est vrai que c'est un pays distinct, et à l'intérieur de ces petits états, de ces nations qu'on connaît, il y a aussi différents peuples, certains qui sont à cheval sur deux pays, d'autres, généralement quand même, il y a des majorités dans chaque pays, et c'est pour ça que les pays ont été divisés. En tout cas, ce qui va nous intéresser là, je sors de toute cette complexité pour nous concentrer donc sur Belgrade, aujourd'hui capitale serbe, et à ce moment-là, capitale yougoslave, et qui est un territoire essentiellement peuplé de Serbes orthodoxes. Mais on retrouvera en Yougoslavie, et ça fait partie des plus grosses fractures, d'autres peuples et d'autres religions, comme par exemple des catholiques, les croates, les slovènes. Il y a d'autres catholiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais majoritairement. Également, chez les Bosniaques, on a des sunnites qui ont été convertis par cette invasion ottomane dont on parlait avant, et ils ont laissé d'autres de leurs traces, de leur conversion au Kosovo, notamment par le biais de l'Albanie. Ces fractures que je décris là, elles se sont multipliées avec le temps, l'histoire, et ce qui fait que quand on a la Yougoslavie, qui existe pour des raisons stratégiques, parce que face... alors à ce moment-là, à deux gros blocs, auxquels on va revenir juste après, mais surtout à des pays, des nations qui sont beaucoup plus importantes que ces petits peuples s'ils étaient des nations. Ce qui était le cas sous l'Empire ottoman. Là, le fait de dire on est les Slaves du Sud, les Yougoslaves, et donc on a ce plus gros pays, ça donne un peu plus de poids dans la balance, et on va dire que ça protège. Mais cette union-là, on peut dire qu'elle se paye en concession, et c'est à Tito, au maréchal Tito, d'unir tout ça sous donc la Yougoslavie, et par quoi? Par le socialisme, le communisme athée, et une vision, disons, moderne. Et ce pays-là, comme je disais, va se retrouver entre les deux blocs qui suivent la Seconde Guerre mondiale, les deux puissances, celle de l'Ouest, celle de l'Est, les États-Unis d'Amérique et leur influence sur l'Europe de l'Ouest, et l'URSS et leur influence qui vient très proche en fait, puisque beaucoup de leurs pays alliés jouxtent la Yougoslavie et de tous côtés. Parce qu'on a Bulgarie-Roumanie d'un côté et l'Albanie de l'autre. Et a priori, on pourrait penser que ça pose pas de problème, puisque Tito est communiste, il était même proche de Staline, et donc un allié quelque part. Même si Staline ne l'a pas forcément beaucoup aidé dans la libération de la Yougoslavie, on pourrait se dire que c'est la même ligne. Et en réalité, oui et non. Oui, dans le sens où sa ligne politique en est très proche. Le souci qu'il y a entre eux, il est d'un autre ordre que politique, égotique. Un Tito qui prenait un peu trop de place, un peu trop d'indépendance par rapport à Staline, et qui a abouti en 1948 à une rupture entre les deux. Ce qui fait que Tito va évidemment être vu comme un traître par Staline, parce que, bon voilà, on connaît, c'est très rigide, on a envie d'exécuter tout le monde, il a trahi, bref. Ça crée, un sentiment d'insécurité. Un sentiment plutôt légitime, puisqu'il y a quand même l'URSS, comme je disais, qui est des deux côtés de la Yougoslavie. Et ça, pour notre sujet, là où ça me pose problème, et pourquoi j'en parle, parce que ça repousse, c'est un des facteurs en tout cas, qui va repousser cette énorme planification urbanistique, qui sera mise en place plus tard, mais qui est déjà pensée, en fait, à ce moment-là. Cette séparation-là avec Staline, elle va avoir pour conséquence que la Yougoslavie va devenir un pays non aligné sur le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest.
En réalité, ce que ça veut dire, c'est que ces intérêts vont être un peu entre les deux. Et à la fois, on a parlé de cette insécurité-là, mais en même temps, cette position-là va aussi beaucoup aider, notamment économiquement, la Yougoslavie, puisqu'elle peut, disons, dialoguer des deux côtés. Voilà. Les embargos, c'est quand même pas la pire position d'être non aligné. Et ce que ça va vouloir dire pour notre architecture et notre projet urbanistique, c'est qu'il va être doublement influencé, à la fois par l'Est dans son socialisme, et par l'Ouest dans son modernisme. Et à ce moment-là, quelle est la référence du modernisme? C'est Le Corbusier. C'est Charles-Édouard Jeanneret-Gris. On le retrouve. À vrai dire, je pense que le plan urbanistique de Novi Beograd est ce qui se rapproche le plus du plan voisin dont on avait parlé du Corbusier, qui était en fait le projet de détruire le centre de Paris pour en faire ce que vous voyez là sous vos yeux, c'est-à-dire bon, des blocs, voilà, disons, modernistes et fonctionnalistes. Malgré l'opportunisme du Corbusier, voilà, dans cette période, opportunisme sur lequel on ne va pas s'attarder, ça n'a jamais abouti, et vous l'avez remarqué, Paris est toujours intact. Certains le regrettent, ils ne sont pas beaucoup, mais ils peuvent aller contempler ce que ça a donné à Belgrade. Parce que à Belgrade, alors, il y a évidemment des différences, on va en parler de suite. Déjà, c'est qu'il n'y a pas cette vanité de détruire le centre-ville. Vanité est un petit mot, mais il n'y a pas l'idée complètement de détruire le centre-ville, mais de le remplacer, en revanche. Ce projet doit marquer une nouvelle ère, et le centre de Belgrade, il reflète trop l'ancien Belgrade, sa hiérarchie, notamment sa hiérarchie de classe, et donc il va être fait de l'autre côté de la Sava, qui est la rivière. On va y revenir juste après à l'emplacement. Une autre différence, elle est aussi dans l'idéologie, puisque Le Corbusier croyait dans le capitalisme, et donc le centre de son plan voisin, c'était un centre d'affaires. De l'autre côté, Tito, il croit pas trop dans le capitalisme. Un peu, non, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a eu des tentatives de socialisme un peu plus, voilà, un peu plus responsabilisantes, qui pourraient se rapprocher dans leur fonctionnement du capitalisme. Ça a donné du bon, du mauvais, quoi qu'il en soit. Le centre ne sera pas un centre d'affaires comme celui du Corbusier, mais ce sera un centre de socialistes, en fait, donc bureaucratique, administratif, voilà, pour diriger ce genre de centre-là pour Novi Beograd. Il y a sûrement d'autres différences, mais c'est, en Europe en tout cas, ce qui se rapproche le plus du plan voisin qui a été exécuté. J'avais dit qu'on reviendrait à l'emplacement parce que il a une importance. Il y a plusieurs raisons à cet emplacement de l'autre côté de la Sava. La moins intéressante et la plus rationnelle, c'est que la ville avait atteint ses limites naturelles de l'autre côté. À l'est et au sud, voilà. C'est la fin de Belgrade. Il y a deux autres raisons qui vont être plus importantes et plus symboliques à cet emplacement-là. La première de ces deux, c'est que c'est un emplacement, j'allais dire non constructible. Non, inondable, voilà. C'est un emplacement galère, techniquement. Alors on pourrait se dire, ce n'est pas une raison, c'est un désavantage. Non, justement, c'est parce que vous ne réfléchissez pas comme un chef d'État avec un ego important, et surtout qui doit faire ses preuves plus sérieusement. Et Tito, en fait, et le socialisme dans cette région devait faire ses preuves. Et ce qui va montrer à ses prédécesseurs, c'est que là où eux n'ont pas pu construire, lui peut, techniquement. Donc il y a cet aspect prouesse technique pour Novi Beograd. Et la deuxième de ces raisons, je la trouve beaucoup plus intéressante, c'est que, en réalité, la Sava, qui va traverser pour construire, est une frontière. C'est pas juste une rivière, c'est une frontière importante, puisque c'est pas juste une frontière entre deux villes, ça l'est, pas uniquement, pas entre deux pays, mais pendant longtemps, ça l'a été entre deux empires, avec au nord l'Empire austro-hongrois, et au sud, l'Empire ottoman qui occupait Belgrade. Donc déjà l'image est folle, on avait Belgrade prise par les Ottomans, avec en fait de l'autre côté le monde libre, voilà, je le dis, l'Empire austro-hongrois en tout cas. Mais on pourrait se dire que c'est du passé, puisque là le pays est réunifié depuis un moment, même si l'Empire ottoman c'est l'histoire moderne de cette région-là, il y a eu plusieurs régimes depuis qui les ont unis. Et en fait,
pas vraiment. Ils n'ont pas réussi à unir les deux côtés de la ville, puisque de l'autre côté c'est Zemun, et voilà, Belgrade et Zemun, il y a toujours entre les deux cette frontière-là qui est la Sava, et c'est aussi parce que ces empires ont laissé des vraies traces en termes de développement. Je suis tombé dans mes recherches sur des cartes, je vais vous montrer ces différentes cartes que je vais avoir juste sous les yeux, mais je ne m'attendais pas à un tel niveau d'illettrisme, en fait, sous l'Empire ottoman. En tout cas, pas plutôt un décalage comme ça entre les deux. Vous allez le comprendre avec les trois cartes que je vais vous montrer. La première, c'est la Yougoslavie et le temps avec chaque région qui est resté l'Empire ottoman. Et c'est là, pour la deuxième carte, que je n'en suis pas revenu de la différence de taux d'illettrisme qu'il y a entre l'Empire ottoman, mais même pas l'ancien Empire ottoman, et l'ancien Empire austro-hongrois. Puisque cette ligne-là, on la voit, et cette carte, accrochez-vous bien, date de 1931. Alors pas la carte, mais le recensement qui a donné cette carte date de 1931. Donc bien après la fin, en fait, le fait qu'il soit libéré de l'Empire ottoman. Et pourtant, la frontière dont je vous parlais, qui est la Sava, en tout cas, qui est sur Belgrade, la Sava, est extrêmement marquée jusqu'en 1931. Et la troisième carte est assez intéressante, puisqu'on voit que en 1971, donc pendant la Yougoslavie, 1931 c'est le royaume de Yougoslavie, et 1971 c'est la Yougoslavie titiste, enfin sous Tito, dont on parle. Et on peut voir que Tito d'un côté, la modernité de l'autre, en tout cas, a grandement réduit ces écarts-là, même si on voit toujours la différence, et notamment les foyers sunnites, que ce soit au Kosovo ou en Bosnie. Je voulais vous montrer cette carte parce que l'illettrisme, c'est pas anodin, ça va avoir des influences sur beaucoup d'autres facteurs, notamment de développement. Et pour revenir à Novi Beograd, ce que va faire Tito là, en construisant de l'autre côté de la Sava, c'est une unification sur cette fracture, puisqu'elle existe non seulement à Belgrade, mais dans toute la Yougoslavie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Belgrade doit être un modèle, au moins pour la Yougoslavie. Donc le projet très ambitieux de Novi Beograd va être le symbole de cette union dont les gouvernements précédents, comme on a dit, royaume de Yougoslavie, royaume de Serbie, ont été incapables. Novi Beograd donc doit être le nouveau centre de cette Yougoslavie unifiée par Tito, et surtout doit être le symbole de cette unification. Et quoi de mieux que ce nouvel emplacement, cette page vierge, pour oublier l'histoire serbe et yougoslave et en écrire une nouvelle, comme le veut ce gouvernement d'inspiration marxiste. L'autre berge, difficilement constructible et vierge, est l'ardoise propre dont ils ont besoin pour écrire une nouvelle histoire, celle de la Yougoslavie socialiste, et elle s'écrira en bloc. Quand j'arrive à Belgrade, beaucoup de choses ont changé. C'est plus le même pays, plus la même idéologie évidemment, mais les blocs de béton, eux, sont toujours là. Et ils sont habités. Ils témoignent d'une époque et d'une vision surtout claire, voire trop claire. James Scott, c'est un penseur anarchiste qui émet une critique sur ce phénomène-là que je trouve particulièrement juste. Il parle de cette planification urbaine fonctionnaliste et moderniste, précisément, et il fait remonter cette idée aux Lumières. Pour lui, ces systèmes-là, ils sont caractérisés par des États autoritaires qui font appel à des spécialistes techniques pour rendre les sociétés plus lisibles, pour mieux les contrôler et les perfectionner grâce à la technologie et surtout la science. C'est en fait entre discipline architecturale et pouvoir étatique que va se nicher ce genre de projet, et ce penseur va citer comme des exemples la charte d'Athènes et la pensée en fait du Corbusier, qui ont particulièrement influencé ce projet-là, parce que le Corbusier, comme sur beaucoup de scènes, mais en tout cas la scène architecturale yougoslave en était très inspirée, et la charte d'Athènes c'était aussi le moment où on s'en inspirait, et le plan de Novi Beograd est particulièrement fidèle à cette charte. En fait, le modernisme cherche à appliquer des principes de gestion scientifique, le taylorisme et les connaissances de l'ingénierie. On a évidemment d'autres exemples de ça, et c'est intéressant de voir que c'est pas toujours à la même époque, même si c'est à ce moment-là qu'ils ont fleuri. On a par exemple Haussmann, en réalité. Alors, Tito a pas fait de Belgrade la ville lumière, mais il y avait chez Haussmann cette idée aussi de rajouter de la lisibilité dans l'enfer qu'était Paris, en fait, en tout cas au niveau de la sécurité, au niveau de la propreté. C'était une ville assez dangereuse, et en traçant comme ça ces grands boulevards,
Il a permis de rajouter de la lisibilité et d'éviter, notamment à pas mal de policiers, de se faire tuer. C'est évidemment pas le sujet, je l'aborderai peut-être dans le podcast après, on verra. Mais pour le projet qui nous intéresse, Novi Beograd et la Yougoslavie en général, cette Yougoslavie socialiste-là, elle tenait en fait sur ce genre de principes, de systèmes, sur beaucoup d'abstractions. C'était de belles idées, comme on le voit souvent chez les rationalistes, mais qui n'avaient pas tellement de corps. Ou plutôt, si, elle en avait un, c'était Tito. C'était lui, le pilier, et celui qui allait incarner la Yougoslavie. Et c'est pour ça aussi que c'était une figure très aimée, il représentait une bonne époque de cette région, assez unie, qui avait pu fonctionner grâce à cette personnalité forte, mais évidemment, il y a une fragilité, il y a une faille à ça, c'est quand cette personnalité disparaît. Et en 1980, Tito décède. La Yougoslavie existe encore, mais c'est une période trouble. Il y a une montée des nationalismes, des peuples, en fait, dont on parlait avant, qui se trouvaient dans cette Yougoslavie, et des nations qu'on connaît aujourd'hui. Ce genre de nationalisme qui monte, et 11 ans après la mort de Tito, ce sera la fin de la Yougoslavie. Pour revenir à notre quartier, c'est une époque, les années 80 et 90, où on va y retrouver de la criminalité. Pour plusieurs raisons, notamment le développement d'un marché noir, dû à de l'inflation, par-dessus ça une culture des armes, qui à cause des différents conflits qu'il y a eu dans cette région, est toujours présente. Je dis toujours présente, justement, là j'ai vu qu'ils étaient en train de faire des réquisitions d'armes après des faits divers, eux beaucoup plus récents, qu'il y avait eu dans ce pays, mais en tout cas, il y a cet empilement-là, comme je vous l'avais dit aussi, du hooliganisme. C'est la tradition. Dans la région, en fait, ça se développe beaucoup à Belgrade à ce moment-là. Avec deux gros clubs, le Red Star, comme l'étoile rouge qu'on retrouve sur le drapeau de la Yougoslavie, et le Partizan, comme le parti communiste en fait de Tito dont on parlait. Ces deux gros groupes-là, ils vont avoir des sous-groupes, et on va en retrouver dans Novi Beograd. Par exemple, les Vandal Boys. Quand j'y étais, la plupart des tags étaient à leur nom, les symboles, en fait le territoire leur appartenait. Relié à ces sous-groupes, il y a aussi de la criminalité. De la violence qui va parfois jusqu'au meurtre, du deal de drogue dans lesquels ces groupes-là sont impliqués, et ils ont un double lien comme ça, ces groupes, alors pas tous évidemment, mais certains groupes de hooligans ont un lien à la fois avec le commerce de drogue et de l'autre côté avec la politique. Donc c'est aussi des groupes, on va dire, qui sont bien implantés et quasiment dans la culture serbe et la culture de Belgrade. Pour autant, il ne faudrait pas que ce quartier nous donne une fausse impression, comme elle la donne à Spagna, qui appelle cette cité-là Scampia sous stéroïdes. D'un côté, oui, parce que architecturalement, c'est Scampia sous stéroïdes, c'est beaucoup plus important, un petit peu moins délabré sûrement, à l'image de la ville forcément, mais il n'y a pas beaucoup plus de rénovation dans ce quartier, et puis surtout oui, c'est plus ambitieux, comme on l'a dit, on ne retrouve pas simplement des résidences comme on les retrouve à Scampia, mais un tout nouveau projet. Et surtout dans ces blocs-là, les 45, 70, je me souviens plus de tous les noms, mais cette aile-là, en face de la Sava, elle est particulièrement semblable à Scampia esthétiquement, d'un côté avec ces sortes de pyramides qui ressemblent un peu au voile, et de l'autre avec ces tours ocre qui ressemblent à ce qu'il y a en face des voiles. Pour autant, là où je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, c'est que il y a une grosse réputation qu'a Scampia par rapport à la criminalité, et même s'il y en a aussi à Novi Beograd comme je l'ai décrite, la racine n'est pas la même. Et ce que je veux dire par la racine, c'est que le point commun qu'il y a entre ces deux quartiers au niveau esthétique et du plan urbanistique, c'est pas ça qui va déclencher la criminalité des deux côtés. En fait, ces deux projets urbanistiques-là sont très ancrés dans le territoire sur lequel ils sont, et surtout vivent par le peuple qui y habite. Là où je veux en venir, c'est que à Scampia comme à Novi Beograd, ce sont respectivement des Napolitains et des Belgradois, des Serbes en tout cas, qui vivent. Et donc les dynamiques sociales sont en fait similaires à ce qu'on va retrouver dans les centres de ces grandes villes. C'est-à-dire que Novi Beograd est une projection de Belgrade, et il s'y passe à peu près la même chose qu'à Belgrade, les mêmes dynamiques. Ce que j'ai décrit là, le hooliganisme, c'est aussi présent dans le centre de Belgrade. Pour la criminalité, c'est pareil, c'est pas disproportionné, en tout cas, la vie est assez similaire, et je dirais la même chose pour Scampia. En tout cas, quand j'y ai été, j'ai ressenti... c'est absolument pas une réussite architecturale, Scampia. J'ai déjà fait un épisode, justement,
pour en parler, et il y a eu des gros problèmes de criminalité, mais c'est le reflet de Naples. En réalité, cette criminalité-là, on la retrouve aussi dans le centre historique de Naples. Dans des quartiers comme Forcella, comme le Rione Sanita, on pourrait dire pas dans les mêmes proportions. En réalité, si, on surestime la proportion à Scampia parce qu'il y a cette réputation, parce qu'il y a eu beaucoup de criminalité, et qu'on l'a rendu très cinématographique, et là, le délabrement du quartier a aidé à ça. Mais à Scampia, il n'y a pas que ça. Majoritairement, il y a des gens qui veulent vivre en paix, en fait, je dirais, comme à Naples. Et de cette même manière, dans le nouveau centre de Belgrade, on a cette même proportion, je dirais, de gens, à peu près, hein, mais en tout cas, on retrouve les mêmes dynamiques sociales, parce que ce quartier est habité par des Serbes, comme Belgrade est habité par des Serbes. Pour vous dire, lors de mon séjour à Belgrade, j'ai visité un peu tous ces quartiers extrêmes, parce que il y en a en termes de brutalisme, c'est très impressionnant. Il y a eu parmi les projets que j'ai trouvé les plus impressionnants, et la ville en fait est cernée de ces projets-là. Novi Beograd, j'ai terminé par ça, et j'y suis arrivé en début d'après-midi, vers 14h, quelque chose comme ça. Je n'ai pas pu en repartir avant 23h. J'étais dessus à... Alors évidemment, je filmais, là, pour ce que vous voyez, mais pas uniquement. C'était un quartier dans lequel je me sentais bien, en fait, qui était assez agréable, qui avait beaucoup de verdure, des activités aussi, de quoi faire du sport, de quoi faire des pique-niques pour manger. Évidemment, quand je dis faire du sport, c'était pas juste de la musculation au poids du corps, même si j'étais content de retrouver ces équipements-là. Il y avait aussi des terrains de basket, de foot, je crois, pour les enfants, il y a énormément de jeux. En fait, un peu comme ce qu'on va retrouver, nous, dans nos grands ensembles. Mais avec une vraie paix, des commerces. Il y avait même un atelier ou une école plutôt de sculpture en bas d'une des tours. J'ai discuté avec des gens très corrects, bien éduqués. En fait, j'y ai vu vraiment le reflet de Belgrade, en tout cas. Pas urbanistiquement évidemment, pas architecturalement non plus, mais humainement. Et d'ailleurs, j'étais pas tellement étonné de trouver ça. Je comprends que ça ressemble à un ghetto et que quand Spagnan le voit, il parle de plus gros ghetto d'Europe, tout ça, il a raison. Je veux dire, si c'est ça notre définition, en tout cas, architecturalement, oui, il n'y a pas en Europe, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai pas vu plus impressionnant en termes de projet brutaliste, comme ça, moderniste, fonctionnaliste, plein d'autres mots en liste qui sont pas particulièrement bien entretenus. Et pour conclure, je répondrai à la question « Est-ce que Novi Beograd est une réussite ?» par à la fois oui et non. Oui pour tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire que on a quand même fait un quartier agréable, et c'est pas rien, je veux dire, pour un quartier construit à cette époque-là, ce n'est pas acquis que le quartier soit vivable. Je rappelle aussi que c'est en juin que j'y suis allé, c'était une journée ensoleillée de juin, donc forcément ça aide à passer une bonne journée. Ils n'ont pas fait de miracle non plus, on reste à Belgrade, ce n'est pas un Eldorado, mais ils en ont pas fait un enfer non plus. Voilà, je trouve ça agréable à vivre, c'est vert pour cette raison-là. Il y a aussi dans ces quartiers-là, pas forcément ces blocs, mais dans Novi Beograd, les appartements les plus chers qu'on va retrouver à Belgrade, c'est pour moi quand même un indicateur de réussite. Le prix est haut parce que les gens veulent s'y loger. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu moi y trouver un logement, je voulais passer le séjour idéalement dans ce quartier-là, j'ai pas trouvé. Le plus simple, c'était quand même de trouver dans le centre, et c'est un quartier qui est assez plein. Un autre signe de cette réussite, je dirais, c'est que le quartier continue dans une extension neuve, avec de nouveaux commerces neufs qui ont l'air de très bien fonctionner, qui redonnent un bon teint à ce quartier. Et globalement, pour ces raisons-là, je dirais que c'est plutôt réussi. C'est un quartier enviable. Là où je nuancerais quand même ma réponse, c'est du point de vue de Tito et du point de vue socialiste. On peut pas s'empêcher de voir dans ce nouveau quartier en rupture extrêmement brutale avec l'ancienne Belgrade, aussi une volonté de rupture humaine. Ce que j'entends, c'est que tous ces régimes autoritaires-là, et pour moi celui-ci n'y fait pas exception, avaient une vision de l'homme très claire. La Yougoslavie socialiste avait une vision de ce que devait être l'homme. Et ce quartier est le reflet parfait de cette idéologie-là. Il est la matérialisation du socialisme.
À cette époque-là, dans cette région-là, comme beaucoup de ces grands ensembles, ils sont la pierre ou le béton qui rend concret cette idéologie. Et c'est comme ça aussi que je l'ai observé, même si l'idéologie a changé depuis, qu'il ne baigne plus là-dedans, il a été construit pour ça et il en est le reflet. Et dans cette rupture-là architecturale, il y a l'idée de faire le nouvel homme. Le nouvel homme socialiste qui sera bon, qui n'aura plus ces envies de domination, qui sera beaucoup plus horizontale et qui fera surtout une croix sur son identité. Les identités dont on a parlé, qui peuplent la Yougoslavie, qui peuplaient la Yougoslavie et qui aujourd'hui ont pu renaître avec ces nations, c'est ce que Tito voulait faire taire. Peut-être moins violemment, malgré toutes les exécutions de nationalistes qu'il a fait, peut-être moins violemment que d'autres l'ont fait à la même époque. Pour ce qui est des répressions religieuses, il ne pouvait pas être aussi dur puisque les Serbes étaient particulièrement attachés à l'orthodoxie, mais disons, il a essayé de faire glisser la chose vers ce système qui effacerait toutes ces identités-là derrière un grand système rationnel, laïque, planifié, et qui nous ferait rentrer dans cette nouvelle ère. Novi Beograd est le reflet de ça. Et Novi Beograd, le quartier que j'ai visité à notre époque, est le reflet d'autre chose. Et ce n'est pas uniquement vrai pour lui, mais pour ces projets-là, bétonnés, qui encerclent Belgrade. On peut y voir sur ces murs, comme les plantes à travers les failles du béton, on voit se dessiner sur ces murs un art qui témoigne de ces identités que Tito a essayé de faire oublier. Elles renaissent, parfois dans la violence certes, mais elles effacent petit à petit cette coupure brutale que Tito a voulu faire par son urbanisme, et à défaut de réécrire l'histoire sur une page vierge, il la continue. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur ce quartier qui est Novi Beograd et en réalité sur des phénomènes plus importants. J'ai essayé de rythmer un peu ce format et de limiter donc les informations que je donnais dessus. Ça a été un travail de sélection, ça va me permettre de vous les donner sous un nouveau format, celui du podcast, que je vous suggère juste là. Il traitera pas uniquement de ça, c'est un format beaucoup plus détendu, en fait vous connaissez je pense le format podcast, mais il sera moins rigide, il sera surtout audio. En tout cas c'est le début d'une série de podcasts, vous pouvez voir le premier épisode juste là, et je vous dis à bientôt.